Laisse les grandes villas aux adultes, Harry mon frère. Une semaine plus tard, il visitait la maison qu'il voulait acheter. Je suis descendu de l'escalier, bienvenue chez moi, sors de ma propriété. Tu ne posséderas jamais une maison comme celle de ton frère, Isée. Jamais. Ces mots, prononcés par mon père entre deux bouchées de rôti, auraient dû me briser. Mon frère, Amaury, a ri ce rire suffisant que je connais depuis l'enfance. Ma mère a soupiré, ajustant ses perles, comme si ma simple existence était une offense à son décor parfait. Il pensait que j'étais brisée. Il pensait que j'étais vaincue. Il ne savait pas que 3 jours plus tard, je signerais un chèque de 6,8 millions d'euros pour acheter la propriété exacte dont Amaury rêvait. Cash. Et quand ils sont venus pour la pendaison de crémaillère, pensant rencontrer un milliardaire anonyme, c'est moi qui ai ouvert la porte. Le silence qui a suivi? Il valait chaque centime. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans cette histoire de vengeance glaciale, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Êtes-vous à Paris, à Lyon, ou peut-être à Montréal ou Bruxelles? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore voir à quel point notre communauté est internationale. Allez, c'est parti. Je ralentis ma vieille Peugeot 208 à l'approche de l'allée de mes parents à Neuilly-sur-Seine. Mes doigts se crispent sur le volant usé. 6 mois. Cela fait 6 mois que je ne me suis pas soumise à cette forme particulière de torture psychologique. La maison en pierre de taille, typique de ce quartier huppé près de Paris, ressemble exactement à mes souvenirs, une façade imposante, des volets immaculés, et ce sentiment écrasant de jugement qui semble suinter de chaque fenêtre. Je prends une profonde inspiration, l'air froid et humide de novembre s'infiltrant dans mes poumons. Je gare ma petite voiture cabossée derrière la Mercedes flambant neuve de mon père et la Porsche Cayenne d'Amaury. Le contraste est si violent qu'il en devient presque comique. Je vérifie mon reflet dans le rétroviseur. Pas de maquillage excessif, un pull en cachemire simple mais de qualité, des cheveux attachés à la hâte. L'armure de la « fille ratée » est en place. À l'intérieur, le vestibule sent la cire d'abeille pour les meubles anciens et le parfum capiteux de ma mère, un mélange de rose et de quelque chose de métallique, comme de l'argent froid. Je suis les bruits d'activité vers la salle à manger, où Domitille de Valois s'affaire autour du placement des couverts en argent massif. « Isée, tu es là » dit-elle sans lever les yeux, réajustant une fourchette d'1 millimètre. Pas d'étreinte. Pas même un vrai bonjour. Juste une confirmation de ma présence physique, comme on noterait une tache sur le tapis. « Bonsoir maman » dis-je en m'approchant. Je sors de mon sac une petite boîte noire, élégante, entourée d'un ruban de soie. J'ai apporté quelque chose pour toi. C'est la nouvelle création de ma petite entreprise. Une édition limitée. Ma mère s'arrête enfin. Elle prend la boîte du bout des doigts, comme si elle contenait des déchets radioactifs. Elle l'ouvre, sort le flacon en verre lourd, minimaliste. C'est le numéro 01 de Maison Aterna, un parfum qui se vend actuellement 800 € les 50 ml aux Galeries Lafayette et pour lequel il y a une liste d'attente de 3 mois. Elle retire le bouchon, vaporise un nuage dans l'air, et fait immédiatement la grimace en agitant la main devant son nez. Oh, mon Dieu! C'est agressif. Très musqué, n'est-ce pas? Elle repose le flacon sur la console, juste à côté d'une pile de prospectus publicitaires et des factures à jeter. C'est gentil, ma chérie, mais tu sais que je suis allergique au mélange fait maison. Je le donnerai peut-être à la femme de ménage, elle aime ce genre de choses fortes pour masquer l'odeur des produits d'entretien. Je sens une boule se former dans ma gorge, mais je l'avale. C'est du vétiver d'Haïti et de la bergamote de Calabre, maman. C'est très subtil une fois. Oui, c'est ça, m'interrompt-elle. Tiens, mais plutôt les verres à eau. Ton frère arrive, et il a une grande nouvelle. Essaie de ne pas faire tâche ce soir, d'accord? À cet instant, la porte d'entrée s'ouvre à la volée. La voix de baryton d'Amaury remplit l'espace, forte, confiante, la voix d'un homme qui n'a jamais entendu le mot « non » de sa vie. La famille. J'espère que le champagne est au frais. Il entre dans la salle à manger, vêtu d'un costume italien sur mesure qui coûte probablement plus cher que ma voiture. Il tient un sac orange vif Hermès. Maman, chérie.
Il embrasse Domitille sur les 2 joues avant de lui tendre le sac. Un petit quelque chose pour la femme la plus élégante de Paris. Ma mère rayonne. Elle sort un carré de soie aux motifs équestres. Oh, Amaury! C'est splendide. Tu es fou, c'est trop. Rien n'est trop beau pour toi, dit-il avec un clin d'œil. Puis, il se tourne vers moi, son sourire se transformant en une moue condescendante. Ah, Isée. Tu es là. Toujours avec ce vieux pull? Tu sais, je pourrais demander à ma secrétaire de te donner quelques adresses de friperies chic si tu as des problèmes de liquidité. Bonsoir Amaury, dis-je calmement. Mon pull va très bien. Mon père, Tancrède, émerge de la cuisine, un verre de whisky à la main. Il tape dans le dos d'Amaury. Laisse ta sœur, champion. Elle a ses priorités artistiques. Alors, raconte-nous. Cette affaire dont tu parlais au téléphone? Nous nous asseyons. La scène est prête. Les acteurs sont en place. Et je sais que ce soir, le script va changer à jamais. Le dîner se déroule comme une pièce de théâtre mal écrite que j'ai vue 100 fois. Mon père préside en bout de table, découpant le rôti avec la précision chirurgicale d'un homme qui pense contrôler l'univers. Ma mère sert les légumes en s'assurant que la lumière du lustre se reflète bien sur ses bagues. Et Amaury? Amaury occupe tout l'espace sonore. Le marché est en pleine correction, pontifie-t-il, la bouche à moitié pleine. Mais c'est là que les vrais requins comme moi font fortune. J'ai shorté 3 positions tech ce matin, bam. 50 000 € de profit avant le déjeuner. Mon père hoche la tête, admiratif. C'est mon garçon. L'instinct du tueur. C'est ce qui manque à cette génération. Il ne me regarde pas, mais je sens le poids de sa déception peser sur mes épaules. Je pique une pomme de terre avec ma fourchette. Et ton fonds d'investissement, Amaury? J'ai lu dans les Échos que le secteur du capital risque traversait une zone de turbulence. Le silence tombe brutalement. Amaury pose ses couverts. Il me regarde avec une pitié amusée. Isée, s'il te plaît. Ne parle pas de macroéconomie. Reste dans tes bougies parfumées et tes huiles essentielles. Tu ne comprendrais pas les nuances de l'effet de levier. Je demandais juste, dis-je doucement. Tout va très bien, intervient ma mère rapidement. Amaury est un génie, tout le monde le sait. Amaury reprend son sourire suffisant. Il prend une gorgée de vin un Bordeaux Grand Cru que mon père a ouvert spécialement pour lui. En fait, dit-il en se penchant en avant, baissant la voix pour créer un effet dramatique. Je suis sur le point de faire le plus gros coup de ma vie. Pas en bourse. Dans la pierre. Mon père lève un sourcil. L'immobilier? C'est solide. J'ai trouvé la perle rare, papa. À Saint-Cloud. Une villa historique, rénovée façon loft moderne. Vue imprenable sur la Seine et la Tour Eiffel. 600 mètres carrés, piscine intérieure, garage pour 4 voitures. Le propriétaire est pressé de vendre pour un divorce. Saint-Cloud. Murmure ma mère, rêveuse. C'est très chic. Très exclusif. Le prix, demande mon père, pragmatique. Affiché à 7,2 millions. Mais je l'ai négocié au couteau. Je pense l'avoir pour 6,8 millions. Amaury rayonne. C'est le symbole ultime de réussite. Je vais y installer le siège social de mon nouveau fonds au rez-de-chaussée et vivre dans les étages supérieurs. Imaginez les réceptions. Imaginez la tête des clients. Je sens mon cœur battre un peu plus vite. Je connais cette maison. Tout le monde dans le milieu de l'immobilier de luxe en parle. C'est la Villa Montmorency. 6,8 millions, dis-je, ma voix traversant le brouillard de leur autocongratulation. C'est une somme énorme. Surtout avec les taux d'intérêt actuels. Tu as les liquidités? Ou la banque va suivre malgré tes derniers bilans? C'était la phrase de trop. Amaury devient rouge brique. Mon père pose son verre avec un claquement sec qui fait vibrer la porcelaine. Ça suffit, Isée, aboie mon père. Ta jalousie devient pathétique. Amaury rit, un son sec et méchant. Laisse, papa. Elle ne peut pas comprendre. Isée, ma pauvre fille, tu comptes tes centimes pour acheter ta cire à bougie.
Moi, je joue dans la cour des grands. La banque me mangera dans la main dès qu'ils verront le nom Valois sur le dossier. Il se tourne vers moi, ses yeux plissés de mépris. Pour ta gouverne, je vais utiliser l'effet de levier maximum. Papa et maman ont gentiment accepté de se porter garant avec cette maison-ci pour solidifier le dossier. C'est une formalité. Je me fige. Quoi? Papa, tu as hypothéqué la maison familiale? Pour un pari spéculatif? Ce n'est pas un pari, c'est un investissement, hurle mon père. Son visage est tordu par la colère. Et qui es-tu pour me donner des leçons? Toi qui n'as jamais rien réussi. Toi qui vends des parfums sur Internet comme une bohémienne? Il se lève, pointant son couteau à viande vers moi. Écoute-moi bien, Isée. Tu ne posséderas jamais, je dis bien jamais, une maison comme celle que ton frère va acheter. Tu n'auras même pas les moyens de te payer les toilettes de service d'une telle villa. Alors, ferme ta bouche, mange ton rôti, et remercie-nous de te laisser encore t'asseoir à cette table. Le silence qui suit est assourdissant. Ma mère regarde son assiette, dessinant des motifs invisibles. Amaury sourit, triomphant. Je regarde ces trois personnes. Ma famille. Ceux qui sont censés m'aimer. Et je réalise que ce n'est plus de la douleur que je ressens. C'est de la clarté. Froide, cristalline, absolue. Je pose ma serviette. Je me lève. Je n'ai plus faim, dis-je calmement. Pause. Je dois vous poser une question, là, maintenant. Si votre propre père vous disait une chose pareille, en public, devant votre frère qui vous méprise, que feriez-vous? Est-ce que vous partiriez en pleurant? Est-ce que vous crieriez? Ou est-ce que, comme moi, vous décideriez de tout brûler en silence? Dites-moi votre réaction dans les commentaires ci-dessous. Je lis tout. Je quitte la salle à manger sous le regard goguenard d'Amaury. Va bouder dans ta chambre, petite sœur. Les adultes parlent business. Je monte à l'étage, mais je ne vais pas dans mon ancienne chambre. Je vais dans la salle de bain des invités. Je verrouille la porte et m'appuie contre le bois froid, fermant les yeux. Ma respiration est saccadée. Dans l'obscurité de mes paupières, le musée de ma douleur ouvre ses portes. Je revois les expositions permanentes, ces moments qui ont forgé la glace qui entoure mon cœur aujourd'hui. Salle 1, l'année de mes 18 ans. J'avais été acceptée à la prestigieuse école des beaux-arts. C'était mon rêve. J'ai couru vers le bureau de mon père, la lettre d'admission à la main. Il l'a lue, l'a posée sur son bureau en acajou et a dit « Non. » Juste ça. Je ne paierai pas pour que tu apprennes à faire des gribouillages. C'est un hobby, Isée, pas un métier. La semaine suivante, pour fêter le diplôme de commerce d'Amaury obtenu de justesse avec une moyenne médiocre, il lui a offert une Porsche Boxster neuve. Pour qu'il arrive au travail avec l'allure d'un gagnant, avait-il justifié. Le prix de la voiture représentait 4 années de mes frais de scolarité. J'ai dû travailler comme serveuse la nuit pour payer mes cours du soir en chimie et parfumerie. Salle 2, l'humiliation des 5 000 €. Il y a 7 ans, je lançais ma première ligne de produits. J'avais besoin de 5 000 € pour acheter des matières premières de haute qualité. J'ai ravalé ma fierté et j'ai demandé un prêt à mes parents. Pas un don, un prêt. Ils ont accepté, mais à une condition. Mon père a rédigé un contrat formel. Taux d'intérêt de 10%, a-t-il dit en me tendant le stylo. Et il y a une clause de défaut, si tu ne rembourses pas sous 12 mois, tu devras travailler comme assistante personnelle d'Amaury, gratuitement, jusqu'à extinction de la dette. J'ai signé. J'ai remboursé en 3 mois. Quand je leur ai tendu le chèque, ma mère a dit « Oh, tu as dû te priver de nourriture pour économiser ça, ma pauvre chérie. » Ils n'ont jamais cru que c'était le profit de mes ventes. Salle 3, l'invisibilité permanente. Chaque Noël, chaque anniversaire. Amaury recevait des montres, des voyages, des investissements. Moi? Des livres de cuisine, pour que tu trouves un mari, ou des chèques cadeaux pour des magasins de vêtements bon marché. Je rouvre les yeux et regarde mon reflet dans le miroir doré. La femme qui me regarde n'est plus la petite fille qui pleurait parce que son père ne voulait pas voir ses dessins. Je suis Isée de Valois. Fondatrice et PDG des Aterna Group.
Ma société mère possède l'Essence Sauvage, la marque de niche qui a explosé sur le marché asiatique et américain l'année dernière. Je possède aussi 3 laboratoires de production et je viens de signer un contrat de distribution exclusif avec les plus grands hôtels de Dubaï. Mon revenu net personnel l'année dernière a dépassé les 15 millions d'euros. Mais ils ne le savent pas. Pour eux, je suis Isela ratée, celle qui bricole dans sa cuisine. J'ai gardé le secret pour me protéger, pour éviter qu'ils ne viennent siphonner mon argent comme ils l'ont fait avec mes grands-parents. Mais ce soir, quelque chose a changé. Ce n'est plus seulement à propos de moi. Amaury va hypothéquer la maison de nos parents. Il va jouer leur toit au casino de son ego. Il va les ruiner. Tu ne posséderas jamais une maison comme celle-ci, a dit mon père. Je sors mon téléphone. Je compose un numéro. Il est 22h30, mais je sais qu'il répondra. Marceau. Isé? Il y a un problème? La voix de mon COO est alerte, précise. Je veux tout savoir sur la villa Montmorency à Saint-Cloud. Le vendeur, l'agence, les autres offres. C'est la maison que ton frère vise, non? Marceau est le seul à connaître ma vie privée. Oui. Il compte l'acheter en mettant la maison de mes parents en garantie. Il n'a pas l'argent, Marceau. C'est un château de cartes. Que veux-tu faire? Je regarde une dernière fois mes yeux froids dans le miroir. Je veux l'acheter. Pas pour y vivre. Pour lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Quel est le budget? Illimité. Mais je veux payer cash. Prépare les fonds. Je veux que cette maison soit à moi avant la fin de la semaine. Je raccroche. Je me rince le visage à l'eau froide, remets mon masque de fille soumise, et sors de la salle de bain. La guerre est déclarée. Lundi matin. 8 heures, l'atmosphère est radicalement différente de celle du dîner d'hier soir. Je ne suis plus dans la banlieue chic et étouffante de mes parents, mais au dernier étage d'un immeuble haussmannien discret de la place Vendôme. Ici, pas d'odeur de cire et de jugement. Ça sent le cuir neuf, le café italien de qualité et le succès silencieux. Je marche dans le couloir, mes talons claquant sur le parquet en chêne. Bonjour Madame de Valois, me salue la réceptionniste. Les rapports de Tokyo sont sur votre bureau. Merci, Clara. Je n'ai plus mon vieux pull. Je porte un tailleur pantalon Saint-Laurent noir, coupé au scalpel, et des escarpins Louboutin. C'est mon uniforme de combat, celui que ma famille ne voit jamais. J'entre dans mon bureau d'angle. Marceau m'attend déjà. Il est assis sur le canapé en velours bleu nuit, une tablette à la main. Marceau est mon bras droit, mon ami le plus fidèle, et l'homme le plus efficace de Paris. Café noir, sans sucre, dit-il en me tendant une tasse. Et le dossier Montmorency. Je m'assois derrière mon bureau en verre et prends la tablette. Parle-moi, dis-je. La situation d'Amaury est pire que ce que tu pensais, commence Marceau, son visage grave. J'ai fait courir quelques bruits et mes contacts bancaires ont parlé. Son fonds d'investissement, Valois Capital, est une coquille vide. Il a perdu 40% de ses actifs sur des paris crypto désastreux le mois dernier. Il maquille les comptes pour cacher les pertes aux investisseurs existants. Je sens une vague de nausée. Et la maison? Il veut utiliser la villa Montmorency comme un outil marketing. Il pense que s'il montre une image de richesse extrême, il pourra attirer de nouveaux investisseurs, baleines, pour renflouer le fonds avant que la fraude ne soit découverte. C'est un schéma de Ponzi classique, Isé. Il fait glisser une page sur l'écran. Et pour l'achat? Il n'a pas les 6,8 millions. La banque refuse de lui prêter plus de 4 millions. Le reste? Il compte prendre un crédit relais à taux usuraire en mettant la maison de tes parents en garantie à 100%. Si son fonds coule et il va couler, la banque saisira la maison de tes parents. Ils seront à la rue dans 6 mois. Je ferme les yeux. Mon père, cet homme si orgueilleux, qui m'a traité de raté hier soir, est sur le point de tout perdre à cause de son fils prodige. Il faut les arrêter, murmurai-je. Si tu les préviens, ils ne te croiront pas, dit Marceau, pragmatique. Ils diront que tu es jalouse, que tu inventes des mensonges pour saboter Amaury. Il a raison. Je le sais au plus profond de mes tripes.
Si je vais voir mon père maintenant avec ses preuves, il me rira au nez. Il croira Amaury qui dira que ce sont de fausses nouvelles ou des complots. La seule façon de sauver mes parents et de me venger est d'être brutal. Je dois couper la tête du serpent. Je dois empêcher Amaury d'avoir cette maison. Sans cette maison, il ne peut pas lever de nouveaux fonds frauduleux. Sans nouveaux fonds, son système s'écroule maintenant, avant qu'il n'engage la maison de nos parents. L'agent immobilier, demandai-je. Jean-Pierre. Un ami. Il en a marre d'Amaury. Apparemment, ton frère l'a appelé 10 fois ce week-end pour exiger des réductions et le traiter comme un domestique. La maison est toujours sur le marché? Amaury doit signer le compromis vendredi. Il attend l'accord final de la banque pour le crédit relais. Je regarde le calendrier. Nous sommes lundi. Appelle Jean-Pierre, dis-je, ma voix dure comme le diamant. Dis-lui que le groupe Aterna veut visiter le bien aujourd'hui. Et dis-lui que si le bien nous plaît, nous ferons une offre immédiate. Au prix demandé. Sans condition suspensive de prêt. Marceau sourit, un sourire de loup. Et l'identité de l'acheteur? Anonyme. Jusqu'à la signature définitive. Je ne veux pas qu'Amaury sache que c'est moi avant qu'il ne soit trop tard. Je me lève et me tourne vers la fenêtre qui donne sur la colonne Vendôme. Mon père a dit que je ne posséderais jamais une maison comme celle-là. Il a raison. Je vais posséder exactement celle-là. 14h, Saint-Cloud. La villa Montmorency est encore plus impressionnante en vrai que sur les photos. C'est un chef-d'œuvre d'architecture fin 19e siècle, avec des touches modernes de verre et d'acier qui ne dénaturent pas l'ensemble. Elle trône sur une colline, dominant la Seine, arrogante et magnifique. Je porte de grandes lunettes de soleil et un foulard en soie qui couvre mes cheveux. Je suis arrivé dans une berline noire aux vitres teintées, accompagné de Marceau et de mon avocat. Jean-Pierre, l'agent immobilier, nous attend sur le perron. Il a l'air soulagé de voir des professionnels, après avoir géré les caprices de mon frère. Bienvenue, dit-il en nous serrant la main. C'est un bien exceptionnel. Nous visitons en silence. Je passe ma main sur les murs en pierre de taille. Je monte l'escalier monumental en marbre blanc, celui-là même qu'Amaury imaginait descendre en smoking tel un Gatsby de pacotille. La maison est vide, mais elle a une âme. Elle est triste. Elle attend quelqu'un qui saura l'apprécier pour sa beauté, pas pour son potentiel de « m'as-tu vu ». C'est ici qu'Amaury voulait mettre son bureau, dit Jean-Pierre en ouvrant les portes d'un immense salon avec parquet Versailles. Il voulait abattre ce mur porteur pour faire un open space de trading. Un crime architectural. Je hoche la tête. Je traverse les pièces, imaginant non pas des fêtes bling-bling, mais mes collections de parfums, mes livres, le calme. Elle me plaît, dis-je simplement. Nous nous installons dans la cuisine, la seule pièce où il reste une table. Monsieur Amaury de Valois est très intéressé, commence Jean-Pierre, un peu gêné. Il m'a assuré qu'il aurait les fonds vendredi. Marceau pose une mallette sur la table. Il en sort un dossier fin. Monsieur de Valois dépend d'un prêt bancaire complexe et d'hypothèques risquées, dit Marceau calmement. Nous représentons une holding privée. Nous offrons le prix affiché, 6,8 millions d'euros. Il marque une pause. Payable comptant. Virement immédiat dès la signature chez le notaire. Aucune clause suspensive. Nous pouvons signer l'acte définitif jeudi. Soit 24 heures avant le rendez-vous de Monsieur de Valois. Jean-Pierre écarquille les yeux. Dans l'immobilier de luxe, le « cash is king ». Une offre sans condition de prêt est le Graal. Cela signifie zéro risque d'annulation. Je dois présenter l'offre au propriétaire, bégayait-il. Mais entre une promesse de crédit incertaine et du cash immédiat, le choix sera vite fait. Il y a une condition, j'interviens. Ma voix est basse. L'identité de l'acheteur doit rester confidentielle. Le compromis sera signé au nom de ma société holding, Aterna. Mon nom personnel n'apparaîtra qu'à la toute fin. Et je veux que vous disiez à Monsieur Amaury de Valois que la maison est vendue, mais sans lui dire à qui. Dites-lui simplement qu'un investisseur international a été plus rapide. Jean-Pierre me regarde curieusement, essayant de voir derrière mes lunettes noires. Il doit sentir qu'il y a une histoire personnelle là-dessous,
mais la commission de 300 000 € qu'il va toucher le rend très coopératif. C'est entendu, madame. Je vous appelle ce soir, mais considérez que c'est fait. En sortant, je me retourne vers la façade imposante. Tu ne posséderas jamais une maison comme celle-ci. La voix de mon père résonne dans ma tête. Je sors mon chéquier, celui de mon compte personnel, pas celui de l'entreprise. Je pourrais le faire passer en frais de société, mais non. Je veux que ce soit mon argent. L'argent gagné avec mes petites bougies. Je signe un chèque d'acompte de 680 000 €, 10%, sur le capot de la voiture. Ma main ne tremble pas. Au contraire. Je n'ai jamais senti ma main aussi ferme. C'est fait, demande Marceau quand je monte dans la voiture. C'est fait. Je regarde par la fenêtre alors que nous nous éloignons. J'ai dépensé une fortune pour une maison dont je n'avais pas besoin, juste pour prouver un point. Est-ce de la folie? Peut-être. Mais c'est une folie délicieuse. Mardi, mercredi, jeudi. Les jours passent dans un flou surréaliste. D'un côté, je gère une fusion internationale au bureau. De l'autre, je reçois des SMS de ma mère. Mardi, 10h, maman, Isée, Amaury organise une grande fête samedi soir pour célébrer l'achat de la maison, il signe vendredi. Il veut que tu viennes aider à préparer les amuse-bouches dès 14h. Ne sois pas en retard. Je souris en lisant le message. Ils ne savent pas encore. Jean-Pierre a bien joué le jeu. Il fait traîner les choses avec Amaury, prétextant des délais administratifs, pour le garder dans l'ignorance jusqu'à ce que mon acte de vente soit enregistré. Mercredi, 14h. Je suis chez le notaire. Je signe page après page. L'encre bleue officialise ma propriété. À 15h30, le virement de 6,8 millions part de mon compte. À 15h35, je suis propriétaire de la villa Montmorency. Marceau a déjà organisé la suite. Il a envoyé des invitations gravées à leur fin à tout le gratin de Paris, y compris ma famille. L'invitation est mystérieuse, le groupe Aterna a l'honneur de vous convier à l'inauguration de sa nouvelle résidence privée à Saint-Cloud. Opportunité de networking exclusive. Amaury va recevoir ça et penser que c'est un signe du destin. Il va croire que le mystérieux acheteur, qu'il ne connaît pas encore, veut le rencontrer. Jeudi, 18h. Je dois passer chez mes parents pour récupérer du courrier administratif. L'ambiance est électrique. Amaury est là, un verre de champagne à la main, euphorique. Il ne sait pas encore que la maison lui a échappé. Jean-Pierre doit l'appeler demain matin. Isée, crie-t-il. Viens voir les plans de l'architecte. Il étale des plans sur la table du salon. C'est la maison. Ma maison. Ici, dit-il en pointant une petite pièce sombre au sous-sol, près de la chaufferie. C'est un débarras humide. J'ai pensé à toi. Si jamais ton petit business fait faillite et que tu ne peux plus payer ton loyer, je pourrais te laisser stocker tes cartons ici. Je te ferai un prix d'ami. Il éclate de rire. Mon père rit avec lui. C'est généreux de ta part, fils. Elle devrait te remercier. Je regarde le plan. Je regarde la pièce qu'il pointe. C'est en fait une cave à vin climatisée que je compte remplir de grands crus. C'est très aimable, Amaury, dis-je, ma voix douce comme du poison. Mais je pense que je n'aurai pas besoin de ton débarras. On ne sait jamais, dit ma mère en passant l'aspirateur, elle a renvoyé la femme de ménage pour économiser, car elle a donné toutes ses économies à Amaury pour le dépôt de garantie. L'orgueil précède la chute, Isée. L'ironie est si forte que j'ai envie de hurler. Tu as raison, maman, dis-je. L'orgueil précède la chute. Je pars rapidement. Amaury me crie depuis le perron, n'oublie pas. Samedi. Mais une robe correcte, il y aura des investisseurs importants. Essaie de ressembler à quelqu'un de la famille Valois pour une fois. En montant dans ma voiture, je reçois un message de Marceau. Jean-Pierre appelle Amaury demain à 9h pour lui dire que la maison est vendue. Je souris. La nuit va être courte. Vendredi matin. Le jour J. Je ne suis pas là pour voir la scène, mais Marceau a ses sources. À 9h05, Amaury reçoit l'appel.
On me raconte qu'il a hurlé si fort que les voisins l'ont entendu. Il a jeté son téléphone contre le mur. Il a menacé Jean-Pierre de procès, de mort, de ruine. Vendu? À qui? C'était ma maison. J'avais la priorité. Mais à 10 heures, un coursier livre une enveloppe noire et or à la maison des Valois. L'invitation d'Aterna. Marceau m'appelle à midi. Ça a marché. Amaury est passé de la rage à l'opportunisme en 10 secondes. Raconte. Il a vu le nom Aterna. Il ne sait pas que c'est un holding. Pour lui, c'est un fonds international mystérieux. Il s'est mis en tête que s'il vient à la soirée, il pourra charmer le nouveau propriétaire. Soit pour lui racheter la maison avec une plus-value, avec l'argent qu'il n'a pas, soit pour obtenir un poste de gestionnaire de patrimoine pour ce milliardaire. Il est incorrigible, soupirai-je. C'est un narcissique, Isé. Il ne peut pas concevoir qu'il a perdu. Il pense qu'il peut encore retourner la situation. Et mes parents? Ils sont dévastés que la maison soit perdue, mais Amaury les a convaincus que cette soirée est l'opportunité du siècle. Ils viennent tous les trois. Ils pensent venir chasser le gros gibier. Parfait. Samedi soir. 20h, la villa Montmorency brille de mille feux. J'ai engagé les meilleurs traiteurs de Paris. Il y a du champagne ruinard à flot, des musiciens de jazz dans le jardin d'hiver, et tout le gratin parisien est là. Des créateurs de mode, des PDG du CAC 40, des influenceurs. C'est la fête de l'année. Je suis à l'étage, dans la suite parentale ma chambre. Je suis en train de me préparer. J'ai troqué mon masque de « Isé la souris grise » pour ma vraie peau. Je porte une robe Dior haute couture, vert émeraude, dos nu, qui vaut plus que la voiture d'Amaury. Mes cheveux sont lâchés en cascades ondulées. Je porte une parure de diamants discrets méléto. Je regarde par la fenêtre. Je vois la Mercedes de mon père arriver. Ils sortent. Amaury est livide mais déterminé, ajustant son nœud papillon. Ma mère a sorti son vison, un peu mité. Mon père a l'air anxieux. Ils entrent dans la gueule du loup. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je reste caché sur la mezzanine, observant la scène comme un faucon. Mes parents et Amaury entrent dans le grand hall. Ils sont immédiatement intimidés par le luxe de la réception. Ce n'est pas le « nouveau riche » qu'ils espéraient, c'est du « vieux luxe » raffiné. Des œuvres d'art contemporain, des compositions florales architecturales. Je les vois attraper des coupes de champagne au passage d'un serveur. Ils se serrent les uns contre les autres, un petit îlot d'insécurité dans une mer de succès. Je mets une oreillette discrète. Marceau est en bas, avec un micro caché, se tenant près d'eux. Je peux entendre tout ce qu'ils disent. Regarde ça, siffle Amaury en désignant les moulures. Ils ont gardé les boiseries d'origine. C'est ringard. Moi, j'aurais tout peint en blanc laqué. Ça manque de modernité. Chut, dit mon père. Ne critique pas. Nous devons trouver le propriétaire. Cherche quelqu'un qui a l'air important. Un Russe, ou un Américain. Il déambule. Ma mère s'arrête devant une console en marbre noir. Dessus, il y a une mise en scène sublime de mes produits, 3 bougies maison Aterna taille XXL et une série de mes parfums exclusifs. Regarde ça, Domitille, dit-elle à mon père, touchant le verre d'une bougie. C'est incroyable. Même les gens riches ont mauvais goût. Ces bougies, ça ressemble exactement à ce que Isé essaie de vendre. C'est sûrement une marque de luxe qu'elle a copiée, ricane Amaury. Isé n'a jamais eu une idée originale de sa vie. Le propriétaire a dû payer ça une fortune, alors que ma sœur le fait dans sa cuisine. Mon sang bout, mais je souris. Ils sont si aveugles. Le logo Aterna est partout, mais ils ne font pas le lien. Pour eux, Aterna est un fonds d'investissement puissant, et Isé est une ratée. La déconnexion cognitive est totale. Où est Isé d'ailleurs, demande mon père, regardant autour de lui avec irritation. On lui a dit de venir. Elle est en retard, comme d'habitude. Elle va nous faire honte.
Elle n'a probablement pas osé venir, dit Amaury. Elle sait qu'elle n'a pas sa place ici. Regarde ces gens, papa. C'est mon monde. C'est ici que je dois être. Marceau s'approche d'eux. Je le vois dans la foule. Bonsoir, dit-il poliment. Je suis Marceau, le directeur des opérations du groupe Aterna. Vous êtes la famille Valois? Amaury se redresse, bombant le torse. En effet. Amaury de Valois. Je suis ravi de vous rencontrer. Je voulais féliciter votre patron pour cette acquisition. J'étais moi-même sur le coup, mais j'ai, gracieusement laissé la priorité à votre groupe. Le mensonge est si gros que j'en ris presque là-haut. C'est très aimable à vous, répond Marceau avec un sérieux imperturbable. La propriétaire va faire son discours dans quelques minutes. Elle a hâte de vous saluer personnellement. Elle m'a dit que vous étiez des invités, très spéciaux. La propriétaire? Amaury cligne des yeux. C'est une femme? Oui. Une femme d'affaires redoutable. Une self-made woman. Ma mère sourit, mielleuse. Oh, formidable. J'adore les femmes de pouvoir. J'espère qu'elle appréciera mon étole. La musique baisse. Les lumières se tamisent, sauf un projecteur braqué sur le haut du grand escalier en marbre. Le moment est venu. Le silence se fait dans la salle. 200 visages se tournent vers l'escalier. Au premier rang, juste en bas des marches, je vois ma famille. Ils sont excités, prêts à applaudir, prêts à lécher les bottes de cette mystérieuse bienfaitrice. Je sors de l'ombre. Je pose ma main manucurée sur la rampe dorée. Je fais un pas dans la lumière. Puis un autre. Le bruit de mes talons résonne dans le silence. Clac. 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 Je vois le moment exact où ils me reconnaissent. C'est comme un accident de voiture au ralenti. Le sourire d'Amaury se fige, puis tremble, puis s'effondre. Ses yeux sortent presque de leurs orbites. Ma mère porte la main à sa bouche, lâchant sa coupe de champagne qui se brise au sol avec un fracas cristallin. Mon père plisse les yeux, comme s'il essayait de faire le point, comme s'il regardait un mirage. Il ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Je descends lentement, savourant chaque seconde. Je ne regarde personne d'autre qu'eux. Je suis la reine qui descend vers ses sujets rebelles. Je m'arrête à 3 marches de la fin. Je suis toujours plus haute qu'eux. Je les domine. Je prends le micro qu'on me tend. Bonsoir à tous, ma voix est claire, puissante, amplifiée par la sonorisation parfaite. Merci d'être venu célébrer ma nouvelle maison. Un murmure parcourt la foule. Les gens applaudissent. Mais ma famille reste pétrifiée, transformée en statue de sel. Je fixe Amaury. Je vois la sueur perler sur son front. Je voulais dédier cette soirée à ma famille, continuai-je, en désignant le trio terrorisé. Mon père, Tancrède. Ma mère, Domitille. Et mon frère, Amaury. Les projecteurs se tournent vers eux. Ils ont l'air de vouloir disparaître sous le parquet. Il y a 3 jours, dis-je doucement, mais chaque mot est une lame de rasoir, mon père m'a dit à table, Isée, tu ne posséderas jamais une maison comme celle de ton frère. Jamais. Il m'a dit que je n'aurais même pas les moyens de me payer les toilettes de service. Un hoquet de choc parcourt l'assemblée. Les invités commencent à chuchoter. Je souris, un sourire froid et éclatant. Il avait raison sur un point. Je n'ai pas acheté une maison comme celle dont rêvait mon frère. J'ai acheté celle dont il rêvait. La villa Montmorency est à moi. Payé comptant. 6,8 millions d'euros. Grâce à mes petites bougies et mes parfums que ma mère utilise pour désodoriser les toilettes. Je me tourne vers Amaury, qui est maintenant gris cendré. Bienvenue chez moi, Amaury. Alors, que penses-tu de ma décoration? C'est assez moderne pour toi? Où veux-tu que je te montre le débarras que tu voulais me louer? Le silence est absolu. C'est le moment de vérité. Le moment où le masque tombe et où les monstres sont exposés à la lumière crue de la réalité. Le choc initial passé, la réaction d'Amaury est prévisible, la violence verbale. Il se précipite vers le bas des marches, le visage tordu par une rage folle. C'est une blague, hurle-t-il, postillonnant.
C'est une escroquerie. Comment as-tu fait ça? Tu as couché avec qui? Hein? Quel vieux riche paie pour ça? La foule recule, choquée par sa vulgarité. Arrête ça tout de suite, crie mon père, retrouvant sa voix. Isée, dis la vérité. Tu as loué cet endroit pour nous humilier? C'est ça? Tu as dépensé tes économies d'une vie pour louer une salle et jouer à la princesse? Je descends les dernières marches et je me tiens face à eux. Je ne recule pas, Marceau, dis-je calmement. Sur l'écran géant derrière moi, qui diffusait des images d'ambiance, un document apparaît. C'est l'acte de vente notarié. Zoom sur le nom du propriétaire, Isée de Valois. Zoom sur le montant, 6 800 000 €, PY l'accent aigu. Puis, une couverture de magazine apparaît. C'est le magazine Forbes, édition française du mois prochain, en avant-première. En couverture, moi. Titre, L'Empire secret, comment Isée de Valois a bâti Aterna, le géant du parfum valant 100 millions d'euros. Ma mère lit le titre. Elle vacille et doit s'appuyer sur mon père. 100 millions, murmure-t-elle. Tu es riche? Je suis riche, maman, dis-je froidement. Et je le suis depuis 5 ans. Pendant que tu me donnais des coupons de réduction pour le supermarché, je dirigeais une multinationale. Tu nous as menti, accuse mon père, cherchant désespérément à inverser la culpabilité. Tu as caché ta fortune à ta propre famille. C'est de la trahison. De la protection, corrigeai-je. Je savais ce que vous feriez si vous saviez. Vous auriez fait exactement ce que vous avez fait avec Amaury, vous auriez pris mon argent pour financer ses échecs. Amaury tremble. Il regarde autour de lui. Il voit les banquiers, les investisseurs, les gens importants qui le regardent maintenant comme un clown pathétique. Sa réputation est en train de fondre en temps réel. Tu m'as volé ma maison, siffle-t-il. C'était mon projet. C'était mon avenir. Tu n'avais pas l'argent, Amaury, dis-je assez fort pour que les banquiers présents entendent. Tu allais l'acheter avec de l'argent fictif et en mettant la maison de papa et maman en danger. Je t'ai rendu service. Je t'ai empêché de commettre une fraude bancaire. Le mot « fraude » claque comme un coup de fouet. 2 hommes en costume gris s'approchent. Je les reconnais, ce sont les créanciers principaux d'Amaury, que j'ai pris soin d'inviter. Monsieur Valois, dit l'un d'eux. Nous devons parler de vos garanties. Maintenant. La soirée s'est terminée par l'escorte de ma famille vers la sortie par la sécurité, sous les regards méprisants du tout Paris. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début de la phase 2. 3 mois plus tard. Je suis assise dans la salle de conférence de Valois Capital. Ce n'est pas mon bureau, c'est celui d'Amaury. Ou plutôt, c'était le sien. Après la débâcle de la soirée, les investisseurs d'Amaury ont paniqué. Ils ont retiré leurs billes. La banque a enquêté et a découvert les bilans falsifiés. Valois Capital a été mis en liquidation judiciaire. Les dettes étaient colossales. Et qui achète les dettes toxiques quand on veut contrôler quelqu'un? Moi. La porte s'ouvre. Amaury entre. Il a l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il n'a plus son costume italien. Il porte une chemise froissée, sans cravate. Il a des cernes violets sous les yeux. Il s'arrête net en me voyant assise à la tête de la table. Toi? Bonjour, Amaury. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai rendez-vous avec le liquidateur. Je suis le liquidateur. Enfin, Aterna a racheté la dette de ta société. Tu me dois 4 millions d'euros, Amaury. Il s'effondre sur une chaise. Je n'ai rien. Tu le sais. J'ai tout perdu. Je sais. Mais tu as encore quelque chose de valeur. Je glisse un dossier vers lui. La maison des parents. Tu leur as fait signer une caution solidaire sur tes dettes professionnelles, n'est-ce pas? Il y a 2 ans? Pour ton premier tour de table? Il devient blanc. Comment tu sais? Je sais tout. Tu as hypothéqué leur maison bien avant cette histoire de Villa Montmorency. Et maintenant que ta boîte a coulé, je peux saisir leur maison. Je peux les mettre à la rue demain. Il commence à pleurer. Pas des larmes de remords, des larmes de terreur.
Isée, ne fais pas ça. Ils sont vieux. C'est ta famille. C'est drôle, dis-je en jouant avec un stylo Montblanc. Quand tu voulais risquer leur maison pour tes paris, c'était du business. Maintenant que c'est moi qui tiens le manche, c'est de la famille, point. Je me lève. Je fais le tour de la table. Je ne vais pas les mettre à la rue. Pas parce que je suis gentille, mais parce que je ne suis pas toi. Mais il y a une condition. Tout ce que tu veux. Tu vas démissionner de toute fonction financière. Tu vas admettre publiquement ta fraude. Et tu vas aller travailler. Travailler? J'ai besoin de quelqu'un pour gérer le stock de l'entrepôt logistique d'Aterna en banlieue nord. C'est physique. C'est mal payé. C'est loin. Mais c'est un travail honnête. Tu commences lundi. Si tu refuses, ou si tu es en retard une seule fois, je saisis la maison de papa et maman. Il me regarde avec haine, mais il hoche la tête. Il est brisé. L'enfant roi est devenu le valet. Une semaine plus tard, je suis chez moi, à la Villa Montmorency. C'est dimanche. La sonnette retentit. Je regarde l'interphone vidéo. Ce sont mes parents. Ils ont l'air petits, fragiles sur le grand perron. J'ouvre la porte. Je ne les invite pas à entrer. Je reste sur le seuil. Isée, commence ma mère. Elle a des fleurs, un bouquet minable de station-service. On voulait s'excuser. On ne savait pas, ajoute mon père, la tête basse. Pour ton succès. On est fiers de toi. Fiers? Je laisse échapper un rire sans joie. Vous êtes fiers de mes 100 millions. Pas de moi. Si j'étais encore pauvre, vous seriez encore en train de me cracher dessus. On est une famille, pleurniche ma mère. Amaury, il travaille à l'entrepôt. C'est dur pour lui. Ses mains sont abîmées. Tu ne pourrais pas lui donner un poste de direction? Avec ton argent. Je les arrête d'un geste. Non. Je sors une enveloppe de ma poche. Vous vous souvenez des 5 000 € que j'ai empruntés il y a 7 ans? Et des intérêts que vous m'avez fait payer? Et de l'argent que papa a refusé de payer pour mon école d'art? Je tends l'enveloppe à mon père. Il y a un chèque dedans. J'ai calculé le montant exact de ce que mon éducation vous a coûté, plus le remboursement ajusté de l'inflation de tout ce que vous avez dépensé pour moi depuis ma naissance. Chaque repas, chaque vêtement, chaque leçon. Mon père prend l'enveloppe, les mains tremblantes. C'est quoi ça? C'est le solde de tout compte. Je ne vous dois plus rien. Je vous ai acheté votre maison en rachetant la dette d'Amaury. Vous pouvez y vivre jusqu'à votre mort, je ne vous chasserai pas. Mais la maison m'appartient désormais. Et ma vie m'appartient. Isée, ne sois pas cruelle, supplie ma mère. On t'aime. L'amour ne s'achète pas, maman. Et le respect non plus. Vous avez misé sur le mauvais cheval toute votre vie. Vous avez perdu. Je recule et je commence à fermer la lourde porte en chêne. Isée, crie mon père. Tu vas finir seule. Je m'arrête un instant avant que la porte ne se verrouille. Mieux vaut être seul dans un château que mal accompagné en enfer. Clac. Le bruit de la serrure qui tourne est le son le plus doux que j'ai jamais entendu. C'est le son de la liberté. Je me retourne. Marceau est là, dans le grand hall, avec 2 verres de vin. C'est fini, demande-t-il. Je prends le verre. Je respire l'odeur de ma maison. Mon odeur. Vétiver, succès, et paix. Oui. C'est fini. On mange quoi ce soir? Pizza, propose Marceau avec un sourire. Pizza et champagne millésimé, dis-je en riant. Parce que je peux. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. C'est un long voyage, je sais. J'ai une dernière question pour vous, et je veux vraiment que vous soyez honnête. À la fin, j'ai sauvé la maison de mes parents, mais j'ai forcé mon frère à travailler à l'usine et j'ai coupé les ponts émotionnels. Est-ce que j'ai été trop dur? Est-ce que j'aurais dû pardonner une fois que j'avais gagné? Ou est-ce qu'ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient? Mettez ainsi vous pensez que j'ai eu raison, et dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait la même chose. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de karma instantané.
À la prochaine.